bien sûr. On va parler de Mona Chollet. Vous allez peut-être la découvrir. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et ben, je vais me connecter au nouveau numéro de l'Obs. Très beau portrait de Mona Chollet. Voilà. Alors bien sûr, la une de l'Obs, c'est Belmondo. C'était la une de beaucoup de journaux. Ça va être la une de beaucoup de revues également. Mais qu'est-ce qui était photogénique, hein, juste pour revenir sur Belmondo. Mais voilà, cette gueule comme ça, là, ce charisme assez hallucinant. Maintenant, on pourrait plus voir la cigarette maintenant sur les photos. Hein. C'est interdit d'ailleurs, je crois. Hein. Mais bon, ça faisait partie du personnage et c'est une époque donnée. Donc voilà. Mona Chollet, qui est-elle? La voici. Son écrit le plus connu s'intitule Sorcière. C'est devenu un peu pas la Bible, mais la référence en matière de féminisme. Journaliste discrète qui est devenue une icône du féminisme. Alors féminisme, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, quand on dit féminisme, il ne faut pas en avoir peur de ce mot, c'est pas un gros mot. Je le dis tout le temps, mais j'aime bien le répéter. Non, le féminisme, c'est vraiment une façon de penser, de réfléchir surtout sur la femme en général et sur tous les sujets qui portent autour de la femme. Et si on est un homme, on peut être aussi féministe, s'intéresser au féminisme, il n'y a aucun souci. Et c'est une très très belle icône du féminisme qu'est Mona Chollet. Vous verrez les termes qu'elle aborde dans cet essai qui a eu un impact considérable qui s'intitule Sorcière. Oui, elle est discrète et j'aime bien cette petite phrase là que je retiens dans le paragraphe, dans le premier paragraphe. Elle fait partie de cette espèce discrète, un rien honteuse, les casaniers. Voilà. Et oui, ça existe, hein, les gens casaniers, et qui pourtant ont un rôle médiatique important, ou en tout cas qui sont publics, mais on peut être casanier et être une personnalité publique aussi, c'est possible. Qui est cette femme que l'on s'arrache? Ben oui, une guerrière féministe, une rockstar, une influenceuse lifestyle, que Néhénie Mona Chollet est une dame bien sous tout rapport, chef d'édition au Monde diplomatique, qui ne jure que par la littérature et le confort de son foyer. Et d'ailleurs, elle a écrit un essai sur son fameux mode de vie casanier, hein, qui s'intitule Chez soi, c'est un essai qui date de 2015. Elle refuse conférences et tables rondes, rejette les sollicitations des médias, rechigne devant la promo qui lui fait noter sur son blog « J'ai l'impression d'être une taupe qu'on a arrachée à sa taupinière pour lui braquer un projecteur dans le museau. » Ouais, je peux comprendre un peu ça, c'est vrai. Pourquoi elle est connue? Alors, il parle de malentendu parce qu'en fait, elle-même ne s'y attendait pas à avoir autant de succès. Il faut remonter à 2012. Elle avait déjà écrit un essai Beauté fatale, qui dénonçait avec virulence, vraiment elle mâche pas ses mots à Mona Chollet, la pression exercée par l'industrie de la mode et de la beauté sur les femmes. Moi je l'avais lu, c'est vrai à l'époque, très bon essai, où vraiment, moi c'est quelque chose qui me révolte au plus haut point, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une industrie très hypocrite aussi, hein, où voilà, on peut faire campagne, genre, il n'y a pas de taille zéro, on va prendre des mannequins un peu plus en forme, tout ça, et qui en même temps continue à véhiculer une image de la femme qui est vraiment très cadrée, loin de tout ce qu'on est naturellement, industrie de la mode en général. Bref, on ne parle pas que de ça, mais plein d'autres choses aussi. Très bon essai, mais ça remonte à 2012. Mais grâce au bouche à oreille dans le milieu féminisme d'abord, c'est vraiment Sorcière qui a le plus de succès, avec des ventes vraiment phénoménales. Et ça la propulse au-delà des cercles militants, c'est-à-dire que même en dehors de ceux qui sont féministes, et ben, il y a un écho de cet ouvrage. Je vais vous diffuser le résumé, que j'ai trouvé sur le site Babelio, donc voilà, c'est le site que vous connaissez, que je vais essayer d'agrandir un petit peu pour que moi-même je le relise. Ouais, trembler, voilà, les sorcières reviennent, et le mot sorcière a toute son importance, on va le voir dans le résumé. Disait un slogan féministe des années 70. Alors, elle est beaucoup critiquée aussi parce qu'elle ne reprendrait que de certaines théories des années 70 et pas d'autres, etc. Bon, on voit que peut-être qu'elle se limite à un penchant, à un mouvement, mais c'est pas ça qu'on retient de cet ouvrage-là. On le verra dans l'article de l'Obs. Images repoussoires, représentations misogynes, héritées des procès, des bûchers, des grandes chasses de la Renaissance. On l'avait vu dans un stream l'année dernière que les sorcières, oui, étaient chassées, brûlées. Et on peut même remonter au Moyen-Âge, hein, pas forcément que Renaissance. La sorcière peut pourtant, affirme Mona Chollet, servir pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive
affranchis de toutes les dominations. Qu'elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur hôtel orné de cristaux sur Instagram, ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînés des années 70, les féministes actuelles semblent hantées par cette figure. Voilà, la sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame la justice, et la rebelle obstinée et insaisissable. Voilà. Et puis ça reprend aussi justement l'histoire des sorcières dans le monde, dans l'Europe de la Renaissance notamment. Quel type de femmes ces siècles de terreur ont-ils censuré, éliminé, réprimé? Donc bref, c'est aujourd'hui ce qu'il en reste de ça, de ces préjugés, de ces représentations. La femme indépendante, c'est un peu la sorcière, voilà, par excellence. La femme sans enfant. Et Mona Chollet, elle a écrit sur ce sujet qui a longtemps été tabou, de ces femmes qui veulent pas être mères, en fait. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, en fait. On peut transmettre autrement. Et là-dessus, franchement, il y a une très très bonne réflexion qui a longtemps été occultée. On a longtemps montré du doigt les femmes qui voulaient pas être mères et tout. Et là, enfin, les déculpabilise. Et oui, on peut être femme et ne pas vouloir être mère. Bref, et l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité. Voilà. Et puis oui, une réflexion sur la femme âgée qui est devenue une sorte d'objet d'horreur. En tout cas, il faut pas en parler, c'est hyper tabou. On a parlé par exemple de ces femmes à Hollywood qui passaient la cinquantaine, sont complètement mis au banc de la société. Il y a une bonne réflexion là-dessus. Oui, on peut être femme et vieillir, c'est possible, et rester femme, rester féminine, rester nous-mêmes, c'est possible. Il y a toute une réflexion aussi sur ça, et merci Mona Chollet de nous faire réfléchir sur ces thèmes-là. On revient à l'article de l'Obs pour comprendre un peu pourquoi il y a eu autant de succès. Le texte sorcière, il tombe à point nommé, nous dit l'article. Pourquoi? Je vais essayer de zoomer un petit peu. Pourquoi? Parce que il est rentré dans ce qu'on appelle la pop culture, avec des séries télé notamment comme Sabrina. Alors moi je connaissais Sabrina, la série télé, mais à l'ancienne, les années 90, mais ça a été remis à la mode sur Netflix, je crois. Charmed aussi, c'est une série des années 90, mais c'est revenu. Bref, et il y a bien sûr la vague MeToo qui a permis, aux femmes d'être davantage libres, qui ont permis d'assumer, d'être âgées, célibataires, nullipares, et qui deviennent enfin visibles. Donc, et 250 000 exemplaires pour sortir, c'est énorme, c'est énorme. Vraiment, quand un écrivain sort un livre, c'est rare, très rare, à part ceux qu'on connaît, les plus connus, vraiment grand public, d'arriver à de telles ventes et à tel point qu'on parle de sorcières comme d'un manifeste culte. Ça, c'est clair, qui a changé beaucoup de perceptions sur le monde. Que nous dit l'article aussi? D'autres choses. On a une petite bio de Mona Chollet. Elle est née en 73 à Genève, alors d'un père employé d'une société commerciale et d'une mère comédienne et prof de théâtre. Et elle devient étudiante à l'école supérieure de journalisme de Lille. Et elle fait partie de ces personnes qui n'ont pas grandi vraiment avec Internet, mais qui étaient déjà préoccupées par la communication d'une manière ou d'une autre. Et même si, elle fait pas partie de ces générations qui ont grandi avec Internet, cette fameuse génération Y par exemple, elle a tout de même créé un blog, le blog Périphérie. Et c'est marrant parce qu'elle explique la technique de l'époque. Voilà, on enregistrait nos pages sur des disquettes. Des disquettes, oui. Moi, j'ai une petite parenthèse, une petite anecdote. Moi, quand je fais des cours d'éducation média et information auprès des élèves, en 6e notamment, et quand on travaille sur le document, les différents supports et tout, je leur montre la disquette, mais ils sont trop impressionnés en fait. C'est un objet culte, un objet vintage et tout, on pouvait mettre genre 3 documents dessus puis c'était blindé. Mais voilà, la disquette c'est un peu l'ancêtre de notre clé USB. Et bref, elle bossait avec ça et le responsable informatique de l'école les mettait en ligne. On n'avait même pas de connexion internet à la maison. Partie de ces moments où ok il y avait internet mais c'était hyper galère et des connexions hyper longues, il y avait cette petite musique ADSL avant et c'était hyper limité, genre 1 heure pour 30 €, voilà. Oui, j'en ai encore, nous dit Sisfonette, il faut garder disquettes, ça devient des objets collector. Du coup, moi j'en ai gardé pour le boulot, j'adore leur montrer. Ils aiment bien en plus ce genre d'anecdotes. Genre, je leur montre une vieille VHS, une cassette audio, alors ils aiment bien quand je raconte ma vie. Ouais, moi quand je voulais réécouter ma musique préférée, j'étais obligée de rembobiner, et puis après d'appuyer sur play, puis après vous aviez la bande magnétique, vous êtes obligé de rembobiner avec le crayon et tout. Mais c'était l'ancienne époque.
C'est plus comme ça maintenant. C'est trop facile maintenant pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est trop facile. Bref, Mona Chollet, elle a bossé avec ce qu'elle avait à l'époque. Et elle a bossé sur un blog à l'époque où c'était peu diffusé finalement, les blogs. Après, elle a travaillé à Charlie Hebdo. Apparemment, c'était une expérience un peu douloureuse. Alors, elle s'étend pas sur le sujet. Mais en tout cas, il y avait une sorte de petit conflit avec Philippe Val, qui était qui est toujours, je crois, hein, le chef, hein, de Charlie Hebdo. Mais il est assez contesté, hein, Philippe Val. C'est vrai que il y en a qui l'ont beaucoup critiqué. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, il y avait contestation lors d'une conférence de rédaction. Parce que Philippe Val voulait éditer un édito sur les Palestiniens qu'il a qualifié de non civilisés. Donc effectivement, elle s'est insurgée. Et a priori, c'est pour ça qu'elle a quitté Charlie Hebdo. Alors, elle est très préoccupée sur la communication. Alors, on peut être casanier et quand même préoccupé par ce genre d'objectifs. Et puis, c'est Philippe Rivière qui a créé le site du Monde diplomatique. Alors, à l'époque, c'était entièrement en logiciel libre. Parce que si vous imaginez, voilà, le logiciel libre, c'est un peu comme on avait l'Universalis en logiciel, on l'installait et tout et tout. Le Monde diplomatique, c'était ça, hein. C'était pas accès en ligne avec un code abonné comme maintenant. Et c'est lui qui la recommande au poste de journaliste web et elle y est restée, hein, au Monde diplomatique. Elle est très très suivie, Mona Chollet. Là encore, c'est paradoxal, mais l'un va avec l'autre parfois, hein. C'est pas parce qu'elle est casanière qu'elle peut pas être sur les réseaux sociaux. Elle est très très suivie sur son compte Twitter avec 73 000 abonnés. Et elle n'hésite pas à partager des opinions tranchées, une vision nourrie de pensée anticapitaliste. Alors elle ne mâche pas ses mots, elle y va et c'est ça qu'on aime bien aussi. Ce côté on y va cash et il n'y a pas de tours et détours pour parler d'une chose, c'est non, elle y va. Bien sûr, ce sont des idéaux de gauche, hein, et qui sont présents aussi dans ses livres. Mais en tout cas, c'est une femme qui reste humble et c'est une journaliste, hein, qui en parle de Mona Chollet. Elle dit: elle a une façon exceptionnelle de tricoter avec grâce des extraits littéraires avec des réflexions personnelles, des statistiques et tout ce qui fait le monde une fluidité, mais sans coquetterie, sans aucun snobisme. Et c'est ça qui plaît aussi. C'est ok, elle parle de féminisme, de problèmes rencontrés, mais elle le fait pas en disant: moi ce que je vous dis, c'est la valeur de... c'est la valeur sûre, c'est ce qu'il faut écouter. Non, sans snobisme, sans rien. Elle sait se mettre un peu en retrait, analyser les choses avec finesse. Un raisonnement, et ce qui fait son succès, c'est qu'il y a un raisonnement solide, hein, on va le voir, il y a des faits qui sont donnés. Donc elle s'appuie sur des faits, des recherches, voilà, c'est bien cadré, c'est bien solide. Et puis une plume assez drôle pour être grand public, et ça fait du bien aussi. Parce qu'on ne lit pas des essais qui sont hyper barbants, on s'ennuie, et c'est un peu limite de la philosophie, on comprend rien. Non, elle a une plume en plus qui est hyper sympa, avec aussi un petit peu d'humour. Une recette diablement efficace, ben oui, carrément. Oui, alors après, elle plaît pas à tout le monde, notamment aux professionnels, aux chercheurs. Certains disent qu'effectivement, elle s'est limitée à certaines thèses des féministes radicales américaines des années 70, qui sont très largement diffusées dans le grand public anglo-saxon, et qui ont contribué à faire de la sorcière une icône des combats féministes. Bref, mais en même temps, les chercheurs et les spécialistes nous disent, en fait, c'est plutôt pas mal quand même, parce que ça nous permet aussi de parler de ces thèmes-là, qui avant étaient peut-être complètement occultés. Et il y en a même un chercheur qui dit, voilà, quand je parle d'histoire de la sorcellerie aujourd'hui, les gens m'écoutent plus volontiers grâce à elle. Donc elle a vulgarisé le sujet, et ça, franchement, il fallait le faire, parce que c'est pas un sujet non plus hyper facile de prime abord. Militante, oui, Mona Chollet s'est toujours revendiquée féministe, même si dans Sorcière, elle propose, en ne plaisantant qu'à moitié, de fonder le courant poule mouillée du féminisme. Alors elle dit, voilà, elle a toujours ce décalage, ce recul sur elle-même, elle c'est aimable, bourgeoise, bien élevée, et ça m'embarrasse de toujours me faire remarquer à ce côté un peu toujours gêné, de devoir un petit peu d'être une sorte d'icône du féminisme. Donc c'est pour ça qu'elle fondait le courant poule mouillée du féminisme. Elle écrit des livres comme celui-ci pour se donner du courage. Donc c'est assez fou. Un dernier essai est paru, donc je ne l'ai pas lu, hein, qui s'intitule Réinventer l'amour. Après, je pense, voilà, il est comme ses autres essais accessible aux plus âgés à partir du lycée. Mais d'après ce que j'en lis, ça peut être pas mal. Pourquoi ? Parce que elle nous montre que souvent l'amour, même les relations amoureuses, sont fondées
encore sur ce thème du patriarcat. Vous savez, le patriarcat, ce sont ces modèles, ces sociétés fondées sur le modèle de l'homme, hein, du père de l'homme. Et puis les femmes, elles sont encore au second plan. Bon, bien sûr, il y a des thématiques aussi autour de la sexualité, mais aussi, elle pose la question de l'encodage, d'une sorte d'infériorité féminine qui est visible partout, même dans les comédies romantiques, par exemple. La femme, c'est toujours celle qu'il faut protéger, c'est la femme un peu inférieure et tout. Elle a cette image un peu gnangnan, un peu cucu, la femme qui n'ose pas s'affirmer, et grâce à l'homme, elle va réussir. Donc, il y a même cette image de la femme ancrée dans la pop culture aussi, là encore. Et le danger, c'est que cette image un peu de la femme inférieure, eh ben, on peut même en arriver aux violences physiques et psychologiques. Donc, c'est un ressort qu'on peut mettre en avant. Donc, ça a l'air d'être, encore une fois, un essai tout à fait intéressant. Quelques extraits de sorcières que je voulais vous montrer et que je trouvais intéressant de vous diffuser. Donc, ça, c'est le résumé de sorcières. Alors, c'est des extraits que j'ai trouvés sur Babelio, donc vous avez le pseudo de ceux qui l'ont choisi. Voilà, où que je le rencontre, le mot sorcière aimante mon attention, comme s'il annonçait toujours une force qui pouvait être la mienne. Hein, donc, c'est un extrait de sorcière. Quelque chose autour de lui grouille d'énergie. Il renvoie un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. J'aime aussi l'idée d'un art que l'on perfectionne sans relâche tout au long de sa vie, auquel on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que la passion que l'on y met. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Donc c'est une bonne image de la sorcière aujourd'hui. Pas celle réprimée, voilà, c'est une image de femme forte, qui avance, voilà. Hello, une chaussette végétarien, ben te revoilà, mais on t'était déjà venu ici, mais c'est sympa de revenir. Là, on parle de Mona Chollet, mais je suis sur la fin de ma chronique, hein, qui est l'icône du féminisme, et qui a sorti un nouvel ouvrage, mais on parle de cet ouvrage qui a fait son succès, qui s'intitule Sorcière. Et te revoilà, Caronix. Bah, et tu manges vite, en fait, hein. C'est pas bien de manger trop vite, mais peut-être c'est parce que tu voulais revenir, alors, voilà, ça me fait plaisir. Ouais, voilà, l'extrait nous montre qu'il y a une nouvelle image de la sorcière, plus à l'ancienne. Et elle s'appuie, comme on voyait, avec quand même une rigueur dans les essais de Mona Chollet, sur des faits, des chiffres. Dès que j'entends le mot pâte, tu as l'alarme qui s'enclenche. Ah oui, bah déjà je me souviens, c'était les pâtes bolo il y a 2 jours. Donc on voit que peut-être tu as des origines un peu italiennes ou pas. Ouais, ça va les gens, n'hésitez pas à poser la question. J'espère que je ne vous ai pas tous assommés, parce que ça serait pas cool quand même. Non, ça va pas, Caronix. Ou non. Non, mais ma mère se demande. Ah non, t'as pas d'origine italienne. Mais ma mère se demande. Bah oui. Mais moi, j'adore. Alors, ça n'a rien à voir. J'adore la bouffe italienne. En même temps, je suis avec un conjoint qui est d'origine italienne. Donc bon, ça va. Je suis bien. Je suis gâtée du coup si j'aime ça. Elle s'appuie sur des faits, Mona Chollet. Ben oui, près de la moitié des femmes, 47%, se concentrent toujours dans une dizaine de métiers comme infirmière, aide à domicile, assistante maternelle. C'est ce qu'on avait déjà vu dans des streams ici. On en a parlé de cette sorte de... On est formé dès le plus jeune âge à aller là où on veut nous faire aller. Et puis les filles sont très cadrées très tôt pour être dans tel et tel métier. Les femmes scientifiques, il y en a peu par exemple. En médecine, il y en a peu. Voilà. Hein, c'est toujours un peu ça. C'était pas le cas au Moyen-Âge, hein, parce que les Européennes, elles avaient accès, comme les hommes, à de nombreux métiers. Donc, pas toujours le cas. Et les garçons sont incités à envisager leur trajectoire future de la façon la plus aventureuse possible. Là, il y a aussi ça. Il y a aussi que, dès le plus jeune âge, on formate les filles à être bien sages, à surtout rester dans les normes, tout ça. Et si c'est un garçon, c'est un peu foufou, voilà, c'est ok, parce que c'est un garçon, et les garçons, c'est l'aventure, les filles, c'est le sérieux. Hein, c'est un peu ça, je caricature, mais c'est un peu ça qui est dit aussi dans cet ouvrage-là. Conquérir le monde tout seul représente le destin le plus romantique qu'il puisse imaginer, en espérant qu'une femme ne viendra pas tout gâcher en leur mettant le fil à la patte. Mais pour une femme, la perspective de tracer son chemin dans le monde est dépeinte comme triste et pathétique aussi longtemps qu'il n'y a pas un type dans le tableau. Hein, c'est un peu ça. C'est ce qui est montré dans les comédies romantiques, d'ailleurs, on en parlait juste avant. Et c'est une tâche si énorme que de réinventer le monde en dehors de ces conventions... et c'est une tâche si énorme de réinventer le monde en dehors de ces conventions étroites. On sait bien que tu n'es pas sage. Mais non, c'est une fausse élève modèle, voilà. Ben non, j'ai quand même un petit grain de folie quand même, des fois, il faut. Et puis je finirai là-dessus, et Mona Chollet, elle a parlé de ces femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants, et c'était hyper tabou. Ça a longtemps
été hyper tabou et c'est bien d'en parler parce que voilà quoi. Que dire à part que oui, ça peut être normal, enfin c'est normal, enfin je veux dire, il n'y a pas une norme qu'il faut respecter. Voilà, il faut surtout pas penser comme ça et montrer de doigt ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et elle a une très très bonne réflexion là-dessus, c'est qu'elle parle de transmission. Mais la transmission, ça passe pas que par le fait de faire des enfants. Hein, voilà, savoir qu'à votre mort, voilà, ne pas avoir d'enfants, c'est savoir qu'à votre mort, vous ne laisserez pas derrière vous quelqu'un que vous aurez mis au monde, que vous aurez en partie façonné, et à qui vous aurez légué une atmosphère familiale, le bagage énorme, parfois écrasant, on n'y pense pas, d'histoires, de destin, de douleurs et de trésors accumulés par des générations précédentes. Pour autant, ça signifie pas ne rien transmettre. Juste que tu le caches bien. Ben oui, parce que la transmission, elle peut être autre en fait. Hein. Le même manque d'imagination nous empêche de voir que la transmission, outre que les enfants ne s'en chargent pas toujours ou pas forcément d'une façon qui nous satisfait nous, emprunte de nombreux chemins. Chaque existence humaine bouscule une infinité de qui et laisse une empreinte profonde qui n'est pas toujours en notre pouvoir de cartographier. Voilà, mais voilà, je finirai sur ces mots-là parce qu'ils sont juste parfaits, ils sont juste. Voilà, c'est Mona Chollet et c'est une réflexion moi que je voulais vous partager parce que c'est vraiment intéressant, pertinent, intelligent et plein d'autres adjectifs qu'on peut donner. Bon, j'aurais pas le temps de vous parler de Georgia O'Keeffe, mais je vous en parlerai demain. On parlera donc d'art demain. Mais on va finir l'émission par